Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Sa Majesté le roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à Sa Majesté le roi Charles III à l'occasion de son accession au trône après la disparition de sa mère, la reine Elisabeth II. Le cortège funéraire de la défunte reine a entamé aujourd'hui sa toute première étape du dernier voyage. À la une également, la deuxième édition des Jeux nationaux les appelés au service militaire au programme des compétitions sportives dans plusieurs disciplines et 400 participants des deux sexes y prennent part avec ce credo, motivation et fair play. À suivre également le portrait d'une centenaire italienne installée à Casablanca depuis plus de 50 ans. Elle s'appelle Ersilia Mantovani. Sœur Ersilia a dédié sa vie aux œuvres caritatives, une main tendue aux plus vulnérables et se livre dans ce journal. Bonsoir. Avant de développer ces titres, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI à Sa Majesté le roi Charles III à l'occasion de son accession au trône du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Le texte du message royal avec Souad Anached. Dans ce message, le souverain exprime en son nom personnel et au nom du peuple marocain ses chaleureuses félicitations à Sa Majesté le roi Charles III et ses vœux les meilleurs d'un règne réussi, de bonne santé et de bonheur au souverain du Royaume-Uni, à Sa Majesté la reine consort et à tous les membres de l'illustre famille royale. Sa Majesté le roi salue les relations d'amitié et de coopération étroites entre les deux pays, soulignant que ces liens n'ont cessé de se développer grâce à la confiance mutuelle et à la volonté continue de les élargir pour l'intérêt des deux peuples. À cette occasion, le souverain exprime sa détermination à continuer à œuvrer de concert avec Sa Majesté le roi Charles III pour promouvoir les relations dynamiques exceptionnelles et historiques unissant le Royaume du Maroc et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord dans divers secteurs. Sa Majesté le roi se félicite également des relations étroites et de l'estime mutuelle liant les deux souverains et les deux familles royales. Vive émotion et foule compacte pour le dernier voyage d'Elisabeth II. Son cercueil est parti aujourd'hui du domaine de Balmoral en Écosse où elle s'est éteinte, comme le veut le protocole et les traditions écossaises. Le cortège funéraire de la reine Elisabeth II a rejoint Édimbourg. Une procession saluée par des dizaines de milliers de personnes rassemblées pour dire adieu à celle qui a régné pendant 70 ans et dont la disparition a suscité une vague d'émotions dans le monde entier. Maria Awed. Il est 11h ce matin lorsque le cortège funéraire quitte le château de Balmoral au nord de l'Écosse. Un ultime voyage de près de 300 km à travers la campagne écossaise. Les Écossais sont descendus dans les rues pour un dernier hommage à leur souveraine, celle que le peuple britannique avait coutume d'appeler affectueusement la grand-mère de la nation. Je me suis levée tôt aujourd'hui, à 7h du matin, pour arriver parmi les premiers et avoir une place et ne rien perdre du passage du cortège royal. Je suis là car j'aime beaucoup la reine. Elle est presque un membre de la famille pour tous les Britanniques, je suis donc là par respect envers elle. Comme le veut la tradition, le cercueil de la reine est recouvert de l'étendard royal écossais, orné de gerbes de fleurs. Silence et recueillement dans les rues, et un peuple qui pleure à l'unisson, la reine de toute une nation. Nous sommes là aujourd'hui pour célébrer la mémoire de notre souveraine. Elisabeth II était pour moi la plus grande reine d'Angleterre de ce siècle. C'est un moment vraiment très triste. Nous pleurons notre reine. Je suis anglais mais je vis en Californie et il me fallait être là aujourd'hui pour honorer la mémoire de la reine. C'est un moment vraiment historique. Cela fait 3 jours à peine qu'elle est partie, mais cela semble une éternité. Au terme d'un voyage de 6 heures parfaitement millimétré, le cercueil royal arrive à Édimbourg en direction du palais de Holyrood House. Édimbourg est désormais le centre du monde. Requiem pour une reine adorée.
Et pour parler des relations séculaires entre le Maroc et le Royaume-Uni, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau le politologue et professeur de droit, Monsieur Mostafa Shahimi. Bonsoir. Bonsoir. Le premier accord entre les deux pays a été signé à Fès, c'était en 1721, professeur, et depuis une coopération multisectorielle n'a eu cesse de se consolider. Nous retenons également, professeur, ce symbole fort du caractère exceptionnel des relations historiques entre le Maroc et le Royaume-Uni. La visite de feu la reine Elisabeth II au Maroc, c'était en 1980. Mais encore, professeur Shahimi. D'abord, la trame historique. Ce sont deux nations millénaires. Et c'est important. Donc ça fait un capital historique qui a servi à renforcer les liens entre les deux pays. Quel pays? Entre les deux pays, les deux peuples évidemment, mais les deux monarchies. C'est extrêmement important. Et ce qui est commun donc à la monarchie anglaise, à la monarchie marocaine, c'est le fait qu'il y a une capacité d'incarnation et de traduction de l'unité organique d'une communauté. J'ajoute que le roi d'Angleterre, il est chef de l'église anglicane. Sa Majesté le roi est Amir al-Mouminin. Donc les registres ne sont pas les mêmes, puisque Imarat Mouminin, c'est normatif et ça participe à la théorie du khalifa sur laquelle, évidemment, je ne vais pas revenir. Il faut noter aussi qu'il y a les relations personnelles entre les deux souverains décédés maintenant, donc la reine Elisabeth et Sa Majesté Hassan II. Vous l'avez dit, elle avait été reçue. L'image est encore forte dans la mémoire collective des deux pays. C'était en 1980, une visite intéressante. La reine Elisabeth n'a pas fait beaucoup de voyages de ce type-là dans le continent, dans les pays arabes. Il faut le relever. Il y a aussi les liens entretenus entre les deux princes. Le prince, donc, Charles à l'époque, prince héritier, et le prince héritier, Sidi Mohamed Smith Sidi. Et puis, il y a tous les liens qu'il y a eu, donc importants. Je note au passage que, comme prince héritier et prince de Galles, le prince Charles a été reçu dans le cadre d'une visite officielle, en avril 2011, par Sa Majesté le Roi, qui avait été intronisé 12 ans auparavant. Et donc, il y a là des liens extrêmement importants qui traduisent donc le rapprochement également testé depuis octobre 2018 par l'accord d'association entre Rabat et Londres, accord d'association qui est rentré en vigueur en janvier de 2021, donc, et du fait de la sortie de l'Angleterre de l'Union européenne, le Brexit. Et jamais les relations bilatérales ne se sont bien portées comme aujourd'hui depuis 3 ans. Donc il y a là un capital extrêmement important. Touchant à plusieurs domaines clés. Et il y a là donc matière à ce qu'il y ait des relations encore plus privilégiées, plus renforcées entre les deux souverains régnants, puisque maintenant c'est le roi Charles, donc Charles III et Sa Majesté Mohamed VI. Très bien, professeur. Intéressons-nous à présent au sommet arabe et on va revenir sur cette déclaration de Nasser Bourita, déclaration du mardi 6 septembre au Caire. Nasser Bourita qui a fait le bon constat de la situation concernant ce sommet arabe en soulignant que l'événement doit se tenir, et je le cite, professeur Shahimi, sur la base d'un engagement de responsabilité, loin de tous les calculs étriqués et de toutes les logiques dépassées. Qu'est-ce que cela veut dire ? Vous parlez de quel sommet arabe? Celui qui doit se tenir à Alger. Exactement. Le 1er de novembre. Question, est-ce que ce sommet va se tenir? Déjà. Pourquoi? Parce qu'il a été reporté 3 fois. Le précédent sommet de la Ligue arabe a eu lieu en mars 2019 à Tunis. Et traditionnellement, dans l'agenda de la Ligue arabe, c'est tous les ans au mois de mars. Ça n'a pas eu lieu dans l'édition 2020 ni 2021, on a invoqué le fait que c'était la pandémie. C'était programmé pour mars 2022 et la diplomatie algérienne s'est beaucoup agitée pour dire que c'était un sommet qui allait se tenir en mars 2022 et que donc elle était beaucoup mobilisée à cet égard. Puis finalement, ce sommet n'a pas eu lieu. Mars 2022, organisé par l'Algérie. Bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il n'y avait pas d'accord. Il n'y avait pas d'accord sur l'ordre du jour. Parce que l'Algérie a essayé, si je puis me permettre cette expression, de fourguer dans cet ordre du jour un certain nombre de questions qui ne font pas consensus. Lesquelles? Notamment la question de la Syrie,
l'Algérie a beaucoup insisté sur le fait que la Syrie devait trouver sa place au sein de la Ligue arabe, dont elle avait été suspendue à la fin 2011 suite à ce qui s'était passé à Damas, j'y reviens pas, et donc il n'y a pas eu consensus des autres pays arabes. Il y avait d'autres questions également qui n'étaient pas réglées, et il y a eu donc report de ce sommet qui était prévu en mars. Aujourd'hui on nous dit que ce sommet a lieu le 1er de novembre, on va voir. Donc beaucoup de divisions, des reports de trop, diplomatie de l'échec, des bien divisions, sûr, tout à fait. Et puis, il y a encore 7 semaines qui restent. Rien n'est maîtrisable, me semble-t-il, pour qu'il y ait des éléments probants pour la tenue de ce sommet. Quels sont les problèmes posés? Le problème de la Syrie. La Syrie a fait savoir qu'elle ne souhaitait pas que la question de son retour à la Ligue arabe soit posée, parce qu'il y a un certain nombre de pays du Moyen-Orient qui sont opposés à l'inscription du retour de la Syrie à l'ordre du jour. C'est un échec pour l'Algérie. Deuxième élément de complication et de complexité, le rapprochement intervenu entre Alger et Addis Abeba. L'Éthiopie. Bien, d'autant que Addis Abeba, l'Éthiopie, a un gros contentieux avec l'Égypte. Sur quoi? Sur le partage des eaux du Nil avec le barrage Renaissance. Il n'y a pas que l'Égypte qui est concernée, également il y a le Soudan. Et la question des eaux du Nil est une question existentielle pour l'Égypte. Il y a eu quelques tentatives d'apaisement entre Alger et l'Égypte dans ce sens? Il y a eu au contraire des éléments de contentieux aggravés. Je vais vous donner 2 faits. Le 5 juillet dernier, à l'occasion des cérémonies 60e anniversaire de l'indépendance d'Algérie, qui a été invité? La présidente de l'Éthiopie, suivie d'une visite officielle de 3 jours. Plus encore, dans cette même ligne, le Premier ministre éthiopien, la semaine dernière, il a séjourné 48 heures donc à Alger, et le communiqué qui a été publié à cette occasion dit quoi? L'Algérie soutient la politique d'Addis Abeba pour la valorisation de ses ressources naturelles. C'est quoi les ressources naturelles? C'est une référence directe donc au partage des eaux du Nil. Donc des éléments d'interrogation. Dernière question, le niveau de représentation. Ça sera intéressant de voir si ce sommet se tient, quel sera le niveau de représentation. Est-ce qu'il y aura 22 chefs d'État? On va voir. Bien. Je doute qu'il y ait 22 chefs d'État. Est-ce que des chefs d'État de pays importants seront présents? C'est une autre interrogation. Et puis, il y a le problème de la participation du Maroc, il faut en parler. Le Maroc doit recevoir, dans les jours qui viennent, une lettre officielle d'invitation transmise par le ministre algérien de la Justice, lequel transmet une lettre identique à l'Arabie Saoudite et à Jordanie, puis le Maroc. Question, je ne sais pas quelle va être la réponse diplomatique du Maroc, est-ce qu'il va y aller ou pas? Mais je ne peux pas m'empêcher de poser cette autre interrogation. Faut-il participer à un sommet arabe à Alger, alors que ce pays pratique une politique de fermeture des frontières depuis août 1994, que les frontières aériennes sont bloquées, que les relations diplomatiques sont également bloquées du fait de la décision algérienne de la rupture des relations diplomatiques, et que les avions marocains ne peuvent pas utiliser l'espace aérien. Question, notre représentant, s'il y va à ce sommet, et s'il part de Rabat, il va utiliser quel canal de transport? Donc nous sommes dans une situation tout à fait ubuesque, surréaliste, d'autant que c'est un pays qui plaide pour le renforcement de l'unité des rangs arabes. Ce n'est pas la meilleure façon de renforcer les rangs arabes. Enfin, un dernier mot, l'équation et le parallèle qui est fait par la diplomatie algérienne sur la situation en Palestine et la situation dans le Sahara marocain. C'est un parallèle tout à fait inacceptable, et donc ça c'est autant d'éléments qui discréditent la fonction de rassemblement dont veut se doter l'Algérie, et je doute que ça soit, si ce sommet a lieu, je doute que ça soit un grand succès en tout état de cause. Très bien, professeur. Comment se présente cette fois-ci? On va parler de la rentrée politique au Maroc. Comment se présente cette rentrée pour le gouvernement dans un contexte national marqué par la préparation du budget 2023 et puis un contexte international toujours marqué par les incertitudes et dans un climat qui n'est pas des plus favorables?
C'est la première année du cabinet Arnouch. Cette première année a donné lieu à des interrogations sur la capacité réformatrice de cette équipe. On a eu l'impression qu'il y a eu des tâtonnements, des hésitations. On peut faire crédit à ce cabinet maintenant, un an après, de savoir quels sont les dossiers et les priorités. Le test, c'est quoi? Premier test, c'est le projet de loi de finances. C'est là qu'on va avoir la mesure exacte de la volonté de réforme du nouveau gouvernement et de la déclinaison de cette politique de réforme suivant les différents secteurs. Deuxième point, l'État social. C'est bien, c'est un slogan, mais c'est un chantier royal qui va jusqu'à 2025, 2028, 2100. Qu'est-ce qu'on met dedans? Et donc on attend évidemment la concrétisation d'un certain nombre de mesures, le basculement de l'AMO donc vers le régime social de protection, c'est prévu pour la fin de l'année, d'autres mesures, etc. Mais il y a tout le reste. Il y a tout le reste, c'est quoi? C'est le fait qu'il faut alimenter le Parlement en projets de loi. Il y a des projets de loi en instance déjà. Il y a 120 propositions de loi des parlementaires qui sont également dans les commissions. Donc il faut activer tout ça. Deuxième interrogation, qu'est-ce qui se passe pour des textes intéressant la société? Des valeurs sociétales, le code pénal, le code procédure pénale, etc., qui sont annoncés, on dit qu'ils sont prêts, on va voir s'ils vont être présentés et soumis, etc. Ensuite, l'application de la loi cadre sur l'investissement et l'application de la loi cadre sur la santé. On en a déjà parlé, c'est important, ça implique beaucoup de réformes et d'accélération. Et puis, il y a de grands dossiers. Peut-on réduire la relance économique simplement à la question de l'investissement? Je dis ça pourquoi? Parce que, me semble-t-il, il faut remettre en perspective notre système économique. Bien sûr, l'investissement, les TPME, le climat d'affaires, mais il y a des questions qui ne sont pas réglées. Le climat d'affaires et d'investissement, la réforme de la fiscalité, la lutte contre la corruption. C'est le Wali de la Banque centrale qui a présenté son rapport annuel devant Sa Majesté le 30 juillet dernier et qui dit, il y a un passage où il dit la corruption est un problème structurel dans notre économie. Donc autant de dossiers auxquels doit s'atteler ce gouvernement s'il veut être audible, s'il veut entraîner l'adhésion des acteurs politiques et des citoyens et s'il veut créer un élan de réforme que tout le monde attend. Très bien, professeur. Et qu'en est-il de la rentrée pour la centrale syndicale, le dialogue social, les prochains rounds? Comment tout cela s'annonce? C'est un secteur où ça marche. Il faut le dire. Quand ça marche, il faut le dire. Il y a eu un agenda, il y a eu une charte qui a été adoptée, vous le savez, le 30 avril dernier, dans le cadre d'un dialogue social. Des engagements qui ont été tenus. Avec des engagements, un agenda, un cadre institutionnel, etc. Ça se traduit donc par les mesures. SMIC plus 5%, plus 5% 1er septembre 2003, SMAG plus de 10%, etc. Mais il y a tout le reste. Il y a notamment la question de la réforme du Code du travail. Ça aussi, c'est important. Il y a la réforme du droit de grève. Et il y a toutes les réformes de nature à améliorer le travail dans l'entreprise. Enfin, ceci, qu'est-ce qu'on fait? Il faut bien le dire. Qu'est-ce qu'on fait des surprofits qui ont été engrangés par un certain nombre de grandes sociétés à la faveur de la pandémie 2020-2021? Je vous signale que le chancelier allemand, il n'y a pas plus capitaliste et libéral que l'Allemagne, a proposé il y a une semaine une politique de taxation des surprofits réalisés dans les mêmes circonstances. Donc voilà des signes où la démarche du gouvernement sera jugée de manière sourcilleuse, parce que c'est ça la crédibilité. C'est quoi? C'est la capacité à porter, incarner des réformes qui sont attendues et qui sont nécessaires. Très bien, merci beaucoup professeur Sahimi pour cet éclairage. Merci à vous. Direction Guelcif où se déroule la deuxième édition des Jeux nationaux des appelés au service militaire. Au programme des compétitions sportives dans plusieurs disciplines. 400 participants des deux sexes disputent ces différentes épreuves avec beaucoup de fair play et une passion pour cette expérience incorporée dans leur parcours d'assujettis. Rachid Latabi avec Iman Ablou. Avant le coup de sifflet, l'hymne national est entonné sur les gradins.
Sur ce terrain de football, deux jeunes filles en service militaire disputent ce match décisif de la finale. Elles représentent différents contingents à l'échelle du royaume. Leur passion pour le ballon rond n'a d'égal qu'une condition physique des plus compétitives. Je suis très contente de participer à ces jeux dédiés aux appelés. Lors de la compétition, les joueuses ont fait preuve d'un sens élevé de fair play et de beaucoup de discipline. Sur un autre terrain de jeu, un match de football dans une version masculine. Là encore, l'ambiance est survoltée et la magie de la discipline opère tout naturellement. J'ai beaucoup de chance de participer à ces jeux. J'ai été sélectionnée pour prendre part à ce match de football. Je remercie tous nos encadrants. Notre équipe a triomphé. C'est très gratifiant. D'autres disciplines sont au programme. La natation ou encore le cross-country. À ces jeux, 400 appelés sont de la partie, parmi eux 46 filles. Tous adhèrent à un programme sportif qui s'ajoute à une formation multidisciplinaire tout au long de leur cursus en tant que conscrits pour le service militaire. Ces jeux, on peut révéler de jeunes talents dans toutes les disciplines, aussi bien individuelles et collectives, mais ils vont permettre aussi de renforcer le sport au sein de la famille des forces armées royales et dans notre société, puisque le sport constitue un facteur puissant d'intégration, de solidarité, d'épanouissement et de développement. De quoi leur ouvrir des perspectives prometteuses et de nouvelles expertises en vue de faire valoir leurs compétences et servir la patrie, là où le devoir les appelle. Sport, toujours futsal cette fois-ci. L'équipe nationale a disputé aujourd'hui un match amical face à son homologue thaïlandaise. Score de la rencontre 2-2. Un match comptant pour le championnat continental de futsal 2022. Il s'agit d'un tournoi amical organisé en préparation du championnat d'Asie de futsal qui est prévu le 25 ou alors du 25 septembre au 20 octobre au Koweït. Aujourd'hui est un grand jour pour sœur Ersilia Mantovani. Cette religieuse italienne fête ce dimanche 11 septembre 2022 à Casablanca. Et tenez-vous bien, mesdames et messieurs, c'est 101 ans. Toute sa vie, elle l'aura consacrée à la cause des plus vulnérables. D'abord en Italie et puis au Maroc depuis un demi-siècle déjà. Le Maroc où, dès son arrivée en 1971, elle a été bouleversée par la foi immense du peuple marocain. Le peu que j'ai pu donner m'a été largement rendu par de nombreux jeunes, des vieillards et des personnes handicapées, dit-elle, avec cette douce humilité qui la caractérise. Mostafa Ouda et Dominique Orlando ont eu la chance de la rencontrer. Regardez. Il n'est jamais tout à fait anodin d'aller à la rencontre d'un homme ou d'une femme dont l'âge et la longévité sont considérés par tous comme une marque d'exception. Cela s'explique sans doute et heureusement par le respect que l'on doit à tous nos aînés. Dans le cas de sœur Ersilia, cela s'explique aussi par son cheminement de vie qu'elle a dédié depuis ses 17 ans et en tant que missionnaire religieuse à la cause des plus démunis. Dieu a créé le monde à partir de rien. Cette phrase que j'ai entendue en Italie lorsque j'étais enfant m'a énormément marquée et beaucoup fait réfléchir. À partir de rien, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire tout simplement que la vie qui nous a été offerte est un don. Et adesso invece ho la vita. Alors ho detto ma è un grande dono la vita. Cette reconnaissance devant l'Éternel, elle l'a toujours conservée intacte. Aujourd'hui, à 101 ans, plus que jamais, elle qui a traversé le XXe siècle, toujours auprès des orphelins ou des malades, notamment durant la Deuxième Guerre mondiale. En 1971, elle est envoyée à Midelt au Maroc pour y encadrer un atelier de broderie et de tapisserie. Sono andata a Fès per cominciare.
A Fez mi è piaciuto tanto proprio, perché ho visto la città proprio tipica del Maroc. C'est Fès que j'ai d'abord connu. J'ai tout de suite aimé la ville et sa médina, qui est tellement typique du Maroc. À Midelt, j'ai été frappée par la gentillesse des gens et par leur simplicité. Moi, à l'époque, je ne parlais ni le français ni l'arabe. Tout de suite, en intégrant l'atelier, je me suis sentie dans mon élément. Non capivo niente perché non sapevo né il francese né l'arabo, ma mi sono abituata subito. Et on pris in mano subito l'atelier. Elle réside aujourd'hui depuis plus de 50 ans au Maroc, Fès, Meknès, Oujda, Marrakech, Martil et Casablanca. Autant de villes et de rencontres qui ont façonné son grand attachement pour le royaume. Trovo tanta spiritualità nella gente del Marocco. Je trouve le peuple marocain plein de spiritualité. Dès mon arrivée, je l'ai constaté. Bismillah, alhamdoulilah, ce sont des paroles au quotidien qui n'ont cessé de m'inspirer. Ce que l'on retiendra de cette formidable rencontre avec sœur Ercilia Mantovani, c'est peut-être la réponse qui fut la sienne à la question de savoir s'il lui arrivait de regarder parfois la télévision. Ça m'arrive, oui, mais pour vous dire vrai, je n'ai pas beaucoup le temps. Et il est temps pour nous de vous dire, Madame, joyeux anniversaire, nos meilleurs vœux. C'est un genre littéraire à part entière. Il demande une maîtrise magistrale de l'art du suspense et des intrigues bien particulières. Il se nourrit de la réalité et des faits divers. Je vous parle du roman policier ou alors du polar. Parmi ses plumes les plus acérées, Agatha Christie, encore Fred Vargas. Et retenez bien ce nom, la marocaine Bouchra Boulouise. Notre concitoyenne s'est essayée à ce genre. Son livre s'appelle Clara et il fait déjà fureur. Découverte avec Saïd Ejassé et Maria Aloued. Bouchra Boulouise est au Maroc ce que Agatha Christie est au Royaume-Uni. Une femme, auteure, qui dépoussière un genre littéraire hautement codé, le roman noir, plus connu sous le nom de thriller. Féministe et féminine, Clara est le porte-parole des femmes en lutte contre le patriarcat. L'écriture féminine se prête bien. Elle se prête bien à l'enquête. Et elle se prête bien à la psychologie, ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui veut tuer, par exemple. Les femmes sont assez perspicaces. Psychologiquement, elles peuvent saisir ces aspects-là de psychologie du crime. Presque une première qu'une femme écrive sur un crime, une enquête, une énigme policière. Et puis, ce qui est très intéressant dans le livre, c'est surtout comment elle décrit Rabat. Sous la plume de l'écrivain, la ville de Rabat est sublimée. Derrière les façades des immeubles haussmanniens, un corps. Derrière ce corps, une histoire, une enquête et la gestation d'un roman. Quand il s'agit du roman policier écrit par une femme, c'est très courageux. C'est très courageux en ce sens où vous savez que ça évolue tout le temps. Le monde de la police, les enquêtes, les crimes et tout ça, ça évolue tout le temps. Et déjà quand on est femme et pour aller déjà s'informer sur les évolutions de la juridiction, du pénal par exemple, etc. Donc ça pose énormément de problèmes pour des femmes d'aller chercher quand ils n'ont pas la fibre de la recherche. Le crime est né dans un appartement que je visitais. Je devais louer un appartement. J'ai été dans une maison qui date des années 50, ou une ancienne maison. Et elle était un peu abandonnée, un peu vivante, un peu abandonnée. Et puis il y avait des petits coins, des recoins comme ça qui m'ont inspirée. Je m'intéresse beaucoup à la littérature, surtout la littérature écrite par une femme. Clara est un roman plein d'humanité, un roman dans lequel les personnages masculins portent en eux une part de féminité, roman pluriel, roman policier, roman à la frontière des genres. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très bientôt, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.